L'actualité mercato de l'Olympique de Marseille était assez redondante au cours des derniers jours. On parlait énormément du dossier Pierre-Emerick Aubameyang. On parlait également de la signature de Timothy Weah qui est en phase de finalisation depuis maintenant une semaine et demie. Donc les dossiers commencent à tarder et le club phocéen n'a toujours pas officialisé de quatrième recrue. Donc on va faire un petit point d'actualité. Aujourd'hui, on n'en a pas fait au cours des derniers jours parce que même s'il y avait des informations, j'avais peur de refaire tout le temps les mêmes vidéos et que des gens se plaignent en commentaire de dire oui, tu nous apprends rien. Je rappelle que l'objectif de ces vidéos est d'énumérer l'actualité qui est au quotidien. Donc, si des médias répètent la même chose, c'est pas forcément de ma faute. On a par exemple la presse italienne qui, depuis une semaine, n'arrête pas de dire que Pierre-Emerick Aubameyang, que Timothy Weah est à un pas de l'OM. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On va faire un point justement sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. On va également parler de rumeurs de départ, puisqu'il y en a deux qui sont assez intéressantes aujourd'hui, qui concernent Quentin Merlin et Paul Lopez. Mais donc, on va commencer par la situation du Gabonais, le Gabonais qui a donc officiellement résilié avec son club saoudien d'Al-Qadsiya. C'est désormais officiel. On n'est plus sur il va résilier ou Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de résilier. Il a résilié son contrat selon Fabrizio Romano. Ça s'est déroulé justement hier. Al-Qadsiya qui a accueilli un nouvel attaquant qui s'est donc séparé de Pierre-Emerick Aubameyang logiquement. Et sa situation a fait l'objet d'intérêt d'autres équipes saoudiennes, justement avec le rival d'Al-Qadsiya, Al-Ettifaq, qui se serait positionné sur son dossier. Donc ça fait un petit temps qu'on est au courant de cet intérêt. Cependant, hier, les Saoudiens disaient que Al-Ettifaq était proche d'un accord avec Aubameyang. Comme vous l'avez vu sur le tweet, on a mis médaille de bronze. On rappelle l'échelle de nos médailles de fiabilité. Bronze, c'est le pire niveau de fiabilité parce que les Saoudiens aiment bien s'enflammer sur des transferts et aiment bien raconter n'importe quoi. Aussi parce que la source a souvent évoqué des transferts intra-saoudiens de joueurs qui étaient proches de quitter l'Arabie Saoudite pour les renvoyer vers d'autres clubs saoudiens, notamment Sadio Mané vers Al Hilal. Et finalement, ces transferts ne se sont jamais déroulés. Donc la source est assez bancale, mais elle venait quand même faire écho à un certain intérêt d'Al-Ettifaq. D'ailleurs, cet intérêt d'Al-Ettifaq, il a été confirmé juste après par Ben Jacobs, donc qui est plutôt fiable, lui, qui est plutôt un journaliste anglais plutôt fiable, qui avait déjà évoqué des discussions entre Pierre-Emerick Aubameyang et Al-Ettifaq l'été dernier, qui les a évoquées également tout récemment, en indiquant que le salaire demandé par Pierre-Emerick Aubameyang, club saoudien, était trop élevé. Donc pour revenir sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, il a résilié avec son club, il lui restait qu'un an de contrat. Aubameyang a deux opportunités. Il a l'opportunité sportive de revenir en Europe. En Europe, il donne sa priorité à l'Olympique de Marseille, c'est ce qui a été indiqué notamment par l'équipe au cours de la semaine. Et puis, il a l'opportunité en fait, de continuer ce qu'il avait entamé l'été dernier en Arabie Saoudite et de reprendre un gros chèque dans un autre club saoudien, en sachant que sportivement, on est plutôt sur un joueur qui a performé, donc qui peut faire l'objet d'intérêt ou même d'une revalorisation salariale, pourquoi pas dans un autre club que Al-Qadsiya, que Al-Qadsiya de son côté cherchait à renouveler un peu son effectif avec des joueurs un peu plus jeunes. Aubameyang a rendu des services, mais quand même le club saoudien cherchait des éléments un peu plus jeunes parce que eux ils sont vraiment dans une logique de performance sportive. C'est un club qui est possédé par Aramco, qui n'est pas possédé directement par l'État saoudien, le PIF. Et donc, contrairement à par exemple Al Hilal, Al Nasser, ils sont un peu moins dans des noms ronflants, mais plus dans vraiment des jeunes, parfois même des cracks. Ils sont allés chercher par exemple Eki Fernandez à Boca Juniors. Donc voilà, donc ça explique aussi le choix d'Al-Qadsiya de s'en séparer. Et contrairement à Al-Qadsiya, on a des clubs comme Al-Ettifaq, comme d'autres clubs qui peuvent être détenus par le PIF, qui eux aiment les joueurs qui sont bankable, qui ont une certaine cote, même si elle ne se matérialise plus sur le plan sportif ou économique. Et Aubameyang, c'est une piste qui fait sens pour l'ensemble des clubs saoudiens. Et donc, il y a cette opportunité, il y a toujours ces opportunités dans le golf. Il n'y a pas que Al-Ettifaq, d'ailleurs, il y a également des clubs émiratis et qataris qui sont également sur la piste Aubameyang, mais en tout cas, cette piste Al-Ettifaq semble compliquée face à la concurrence de l'OM, selon Ben Jacob. Donc l'OM reste tout de même, malgré ces rumeurs-là, la piste prioritaire, à en croire les informations du journaliste anglais. D'ailleurs, l'OM est en train de négocier rapidement pour un possible retour et le joueur devrait prendre sa décision dans les prochains jours. Donc, on va voir si Pierre-Emerick Aubameyang hésite vraiment, s'il y a vraiment cette possibilité d'aller tirer un contrat plus important en Arabie Saoudite. Est-ce que le joueur ne se sert pas non plus de l'intérêt de l'Olympique de Marseille? En tout cas, il est actuellement à Laval. Je crois que c'est sa ville natale, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est là où il a grandi, Laval. On va voir si la situation se décante dans les prochains jours pour lui, si le choix sera financier ou sportif, en sachant que lui cherche également un cadre. On peut imaginer que c'est un joueur qui a déjà assez gagné d'argent dans sa carrière, même si ça reste la source de motivation de chaque footballeur et de beaucoup d'êtres humains.
Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est vrai que moi, personnellement, s'il venait à ne pas venir, je serais assez dégoûté dans le sens où je me suis un peu hype personnellement et beaucoup de supporters de l'OM également sur le fait qu'il allait revenir, sur le fait qu'il allait enfin terminer son histoire avec l'Olympique de Marseille, qui était assez belle sur le plan individuel, mais qui était catastrophique collectivement. Aussi, il y avait la possibilité d'avoir une doublure à Amine Gouiri assez expérimentée et qui pouvait accepter ce rôle de doublure tout en ayant vraiment un certain apport. Et par exemple, si je comparais avec la piste Matisse Sabline, qui me semblait très onéreuse pour une doublure, je trouvais qu'Aubameyang était une piste incroyable. Et j'ai peur en fait, qu'on reparte avec un remplaçant du niveau de Neil Maupay, faute d'opportunité de marché. Et Aubameyang, lui, en constitue une opportunité de marché. Donc je pense qu'il y a également des négociations qui sont avancer avec l'OM, mais ça doit peut-être un peu caler au niveau du salaire, en sachant qu'il avait un gros salaire à l'OM. Je crois qu'on parlait de 700 000 euros par mois lorsqu'il y était, qu'il a touché un gros salaire en Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, on a des clubs saoudiens qui doivent lui proposer des gros émoluments. Donc, on va voir ce qui va se passer. L'OM est parti en stage ce jeudi, donc ça va peut-être se décanter dans les prochains jours. Surtout que du côté de la presse italienne, là encore source peu fiable, on me disait que Aubameyang était encore à un pas de l'OM. Mais comme Timothy Weah, la presse italienne n'arrête pas de répéter que les joueurs sont à un pas de l'OM. Alors, je ne sais pas si c'est une expression qu'ils utilisent énormément du côté de l'Italie, mais elle perd de son sens quand on voit que ça fait, par exemple, une semaine que l'OM est censé boucler le transfert de Weah. Donc, peut-être des questions de modalité à chaque fois, que ce soit un prêt, un transfert, option d'achat pour Weah ou quel salaire pour Pierre-Emerick Aubameyang. En tout cas, on parle d'un contrat de 2 ans et ça, c'est clair. Autre joueur qui était là, ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a quitté le club également l'été dernier, Pau Lopez qui s'est retrouvé du côté de Toluca après un prêt du côté de Girona, qui avait également connu pas mal de difficultés. Il devait signer au RC Lens. À un moment, le transfert avait capoté à la dernière minute parce que Girona avait refusé de le libérer. Il s'était finalement dirigé vers le Mexique, où il a d'ailleurs été champion de la saison, je crois que c'est la saison d'ouverture, je ne sais plus c'est quelle saison, mais en tout cas, il a gagné un trophée avec le club de Toluca, un trophée de championnat il y a plusieurs saisons au Mexique. Et Toluca va bien lever l'option d'achat de Pau Lopez à l'Olympique de Marseille. Il y avait un petit doute là-dessus parce qu'on parlait du fait de casser le prêt, puis résiliera son contrat, chose assez étrange, et le gardien de but signera finalement au Betis Séville, où il a déjà évolué, Pau Lopez. Donc l'Olympique de Marseille va bien recevoir ses 4-5 millions d'euros pour Pau Lopez. C'est un move assez étrange qu'un club lève une option d'achat quand même de 4-5 millions d'euros puis résilie les joueurs. Ça en dit aussi long sur les performances de Pau Lopez du côté du Mexique, où il a été assez décevant pour les supporters mexicains. Mais en tout cas, voilà, pas de problème pour Pau Lopez. On espère que ce sera également la même chose pour Ruben Blanco et qu'on pourra se séparer définitivement de ces deux gardiens qui quand même financièrement possèdent des gros salaires. Ruben Blanco, je crois que c'est 200 000 euros par mois. Autre information en termes de départ, et là qui est un peu plus séduisante en termes d'indemnité que l'OM pourrait toucher et qui colle un peu avec l'évolution que l'effectif de l'Olympique de Marseille connaît depuis le début du mercato. On avait dit que Facundo Medina venait certainement pour jouer latéral gauche. Il se trouve que l'OM a deux joueurs au poste de latéral gauche. Ulysse Garcia, qui sort plutôt d'une saison positive. En tout cas, si on part du principe qu'il ne devait être même pas dans les plans de Roberto De Zerbi, il a fini quasiment remplaçant, voire titulaire sur la fin de saison. Et de l'autre côté, Quentin Merlin, qui était l'une des grosses promesses, on va dire, de la préparation estivale, qu'on avait vu dans un poste d'abord hybride, ensuite en tant que latéral gauche, qui avait réalisé plutôt un bon début de saison jusqu'à sa blessure avec l'équipe de France Espoir, a lui clairement réalisé, selon moi, une saison décevante. C'est-à-dire que pour moi, il a souvent été, lorsqu'il était titulaire dans le 11 de départ, le maillon faible de l'OM, ou en tout cas le maillon faible parmi les joueurs qui étaient attendus pour être titulaire. Et il y a eu les blessures, il y a eu le manque de régularité sportive. Moi, je l'ai trouvé parfois, physiquement, je le trouvais très limité. Bon, il sort d'un Euro Espoir qui est pas inintéressant, mais pour moi, c'est justement une raison pour. C'est plutôt une chance. On a pu le revaloriser et on pourrait même espérer, pourquoi pas, le faire une plus-value sur son profil en sachant qu'il avait été acheté une dizaine de millions d'euros en provenance du FC Nantes. Bon, voilà, il y a cet intérêt du Stade Rennais. On parlait au début du mercato, il me semble, d'un intérêt d'un autre club de Première Ligue. Donc j'ai oublié le nom. Je crois que c'était Bournemouth. Où finalement c'est Adrien Truffert qui allait, et puis jeu des chaises musicales, Adrien Truffert part de Rennes, Rennes cherche un latéral gauche, et naturellement ils vont sur Quentin Merlin. Donc Rennes a entamé des discussions avec Mehdi Benatia pour Quentin Merlin. On sait qu'il y a des bonnes relations entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille qui ont facilité énormément de deals sur les derniers mois. On peut penser au transfert de Amine Gouiri en direction de l'Olympique de Marseille. On peut penser également au départ de Lilian Brassier puis auprès de Ismaël Koné. Donc bonne relation entre l'OM et le board rennais.
même s'il y a eu également des changements au sein du board rennais. Donc intérêt de Rennes qui reste quand même un club assez dépensier, généralement sur les mercatos, surtout quand ils ont besoin de renouveler leur effectif ou de faire des changements. Ils ont reçu une belle somme avec le départ d'Adrien Truffert, donc on pourrait imaginer un deal qui pourrait arranger toutes les parties, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille qui enfin, ne doit pas, mais a peut-être envie. Enfin, c'est pas une obligation de faire sortir Quentin Merlin, mais c'est quelque chose qui ne dérangerait pas, je pense, le club. Il a été décevant, comme je l'ai dit. Il y a moyen de faire une plus-value sur un joueur que tu as acheté il y a 1 an et demi et d'en tirer une belle somme. Donc Rennes, de son côté, cherche un latéral gauche pour remplacer Truffert. On prend le capitaine des espoirs. On prend également un joueur qui, s'il venait à réaliser une belle saison du côté du Stade Rennais, pourrait être vendu pour quelques millions de plus. C'est quelque chose que l'OM pourrait également faire. Hein. Quentin Merlin pourrait être pourrait être utilisé la saison prochaine par Roberto De Zerbi et on pourrait réaliser une plus-value dessus. Le problème, c'est que on a pris Medina latéral gauche, donc Quentin Merlin, il sera au mieux remplaçant. Il y a un risque potentiel de décote. Donc il faut peut-être pas prendre ce risque quand tu peux faire une plus-value actuellement. Et je pense que même si on parle en termes de construction d'effectifs, il est beaucoup plus cohérent pour un club comme l'Olympique de Marseille d'avoir Ulysse Garcia en doublure qui a un salaire plus faible et qui a un niveau de performance, en tout cas sur la fin de saison, qui était plus intéressant et plus impactant que Quentin Merlin. C'est-à-dire que si on prend Ulysse Garcia en tant que remplaçant, il était plus impactant que Quentin Merlin lorsqu'il était titulaire. Donc voilà, c'est un transfert qui me semble assez logique. Moi personnellement, pour Quentin Merlin, si on peut tirer 15 millions d'euros, je suis peut-être un peu dur avec le joueur, mais pour moi c'est jackpot, parce que personnellement je ne trouve pas de qualité. En fait, je trouve pas qu'il se démarque par des qualités de latéral gauche. Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités de milieu de terrain alors qu'il est latéral. C'est-à-dire que défensivement, pour moi, il est mauvais. Avec ballon, je trouve qu'il peut briller par la passe et dans sa vision de jeu. Mais est-ce que c'est ce que tu attends d'un latéral gauche? Moi, un latéral gauche, j'attends plutôt à ce qu'il prenne le couloir, à ce qu'il centre bien. Et moi, j'ai pas vu ça de Quentin Merlin depuis qu'il arrive à l'Olympique de Marseille. J'avais eu espoir lors de la préparation estivale l'été dernier où j'avais trouvé vraiment bon. Et finalement, cette saison m'a confirmé que je ne pouvais pas attendre mieux de ce joueur. Alors peut-être qu'il a besoin d'un club avec moins de pression que l'Olympique de Marseille, un club comme le Stade Rennais. On verra ça, mais en tout cas, 15 millions d'euros pour Quentin Merlin, ce serait tout simplement parfait. L'Olympique de Marseille, en tout cas, indépendamment du mercato, va réaliser son stage du côté des Pays-Bas. Les joueurs sont partis justement aux Pays-Bas hier et on a pas mal d'absents au sein de ce stage qu'on peut relever et qui en disent long sur les joueurs que l'OM veut faire sortir. Ruben Blanco, dont on a parlé il y a quelques minutes, Faris Moumbagna, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Ounahi et Simon. Parmi eux, on a 4 joueurs qui reviennent de près, Meïté, Koné, Ounahi, Simon, dont les 4 prêts, on peut juger que un seul a vraiment été concluant sur le plan personnel, c'est Azdin Ounahi qui a été le meilleur joueur de la saison au Panathinaikos. Pour le reste, ça va du mitigé à un prêt catastrophique pour Bamo Meïté du côté de Montpellier. Donc voilà, moi personnellement dans cette liste de joueurs, il n'y a rien qui m'étonne, je trouve que c'est des choix assez logiques. Simon, l'OM n'a pas vraiment besoin de lui et il commence à se faire de plus en plus âgé. Ounahi, lui pour moi, il est même plus dans les plans depuis un certain temps. Ismaël Koné, il y a eu des problèmes avec Roberto De Zerbi et on devrait en voir plus dans les inside, dans le reportage que l'OM fait sur la saison dernière. Bamo Meïté, ça me déçoit un peu parce que j'aime bien le rappeler, mais l'été dernier, l'OM a refusé 20 millions du Stade Rennais ou 15-20 millions d'euros alors qu'il était même pas alors qu'il était plus dans les plans du club un mois après. Et je suis un peu dégoûté également pour lui personnellement parce que la saison qui avait été difficile avec Jean-Louis Gasset, j'avais trouvé que parmi les recrues, c'était une belle surprise et je trouvais des vraies qualités défensives et je pensais qu'il pouvait vraiment progresser. Mais visiblement, il s'est passé des choses personnellement puisqu'il y a eu cette affaire avec ce qui s'était passé. La fusillade, on se rappelle, ça avait également touché Faris Moumbagna. Et pour Faris et Bamo Meïté, je trouve ça un peu dommage, même si on n'est pas là pour faire du social, parce que Faris, il y a eu la blessure et je trouve que son profil était pertinent. Je trouvais qu'il pouvait aussi coller avec le football de Roberto De Zerbi, pas dans l'objectif d'être titulaire, mais plutôt d'être une solution en sortie de banc, avoir un apport dans la surface, parce qu'aujourd'hui, si on regarde le principal même si on prend Aubameyang, si on a Aubameyang et Gouiri, ce qui te manque principalement, c'est avoir un attaquant de surface, quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Et je pense que si on prend des matchs sur la saison passée, par exemple le déplacement à Reims, où on perd 3-0, et on voit le nombre de centres de l'Olympique de Marseille, et la difficulté d'avoir de la présence dans la surface, d'avoir un joueur qui pèse sur les défenses, qui peut mettre la tête, un profil comme Faris Moumbagna, qui n'a pas un trop gros salaire, et qui peut toujours se revendre à 5-6 millions d'euros, ça aurait été intéressant. Maintenant, je comprends que l'OM ne tente pas le pari avec sa blessure. Mais voilà, donc voilà mon avis sur les indésirables. En tout cas, on a le groupe plus généralement. Groupe composé avec pas mal de jeunes. On peut voir Van Neck, Vermo, lui qui n'est pas trop jeune, qui est le 3e gardien au cours de la saison. Camara, on a pas mal de jeunes dans ce groupe. Robinho Vaz. Donc, ils auront certainement du temps de jeu pour certains. Justement, je viens de citer le nom de Robinho Vaz. En l'absence de doublure pour l'instant d'Amine Gouiri,
il pourrait pourquoi pas se démarquer au cours de cette préparation. Également Kélian Le Pironec, qui a fait partie de l'équipe qui a gagné la Gambardella, Darel Bacola également. Donc, à ces joueurs de se montrer, on se rappelle que l'été dernier, Enzo Sternal et Bacola s'étaient pas mal montrés, également Kylian Abdallah. Par rapport au programme qui attend nos Olympiens, on en sait beaucoup plus, puisqu'on dispose désormais du programme complet. On avait déjà parlé des amicaux face au FC Séville et à Aston Villa. On avait également parlé de la Air Cup. Mais on aura donc 2 premiers amicaux ce dimanche et ce lundi. Et c'est quelque chose dont je ne me souviens pas dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille d'avoir eu des matchs aussi rapprochés, c'est-à-dire le jour même et le lendemain. Je me rappelle d'un tournoi amical lors de la préparation estivale 2016. Il me semble que c'était aussi aux Pays-Bas ou en Belgique où c'était des matchs de 45 minutes, si je ne dis pas de bêtises, et on s'était fait battre par des divisions 3 ou des divisions 4. Là, ce n'est pas un tournoi, mais c'est donc 2 matchs amicaux contre 2 équipes qu'on peut considérer comme amateurs du championnat belge et du championnat néerlandais, donc Excelsior Maasluis et l'Olympique Charleroi. Donc voilà, 2 matchs pour se remettre en forme. On imagine que Roberto De Zerbi et le staff n'ont pas prévu de faire jouer le même 11 au cours des 2 rencontres et qu'il y aura énormément de turnovers, ce qui explique aussi la taille du groupe. Il y aura également après des matchs contre Girona, Valencia et Séville, donc des équipes espagnoles. Et puis le tant attendu retour de Boubacar Kamara au Vélodrome pour une rencontre face à Aston Villa qui s'annonce assez intéressante, quand même contre une équipe qui a été assez performante en Première Ligue et en Champions League sur les dernières années. Face à Unai Emery d'ailleurs, qui était déjà venu au Vélodrome il y a quelques années avec Villarreal pour un match de gala. En tout cas, voilà, on a quelques images de nos Olympiens qui sont partis pour les Pays-Bas, et notamment Balerdi et Facundo Medina qui étaient encore ensemble. Le binôme argentin, binôme qui formera une bonne partie de l'arrière-garde marseillaise, en sachant qu'on attend toujours un central gauche. Moi, c'est sur ça que je vais conclure ma vidéo, c'est qu'on parle beaucoup des offensifs, on a un mercato qui stagne un peu parce qu'on doit boucler des dossiers qui sont prioritaires depuis quelques jours, quelques semaines, notamment le dossier Timothy Weah, le dossier Aubameyang. Mais ce qui va certainement faire passer un cap pour l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines, ce ne seront pas ces 2 transferts pour moi, ce sera vraiment le recrutement qui sera effectué en défense centrale. Et là, j'attends du lourd et je trouve qu'on manque de rumeurs à ce niveau-là. Alors peut-être que ça veut dire que le club bosse bien et avance sur certains dossiers. On parlait beaucoup de Naïef Aguerd. On n'a plus vraiment de nouvelles depuis 3 semaines, un mois. Donc, à voir ce qui se passera. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour des nouveaux podcasts, des nouvelles analyses. Et on fera certainement un débrief également des rencontres amicales. Ça nous fera 2 débriefs en 2 jours. Ça sera assez sympa. Bien qu'on ne sera pas très exigeant avec une équipe qui reprend le football. On se dit donc à très bientôt sur Massilia Zone. Encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, à la prochaine et allez l'OM!